environ 1 heure à l'ouest de Montréal, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Très-Saint-Rédempteur est une petite municipalité rurale de 350 foyers. Avec une moyenne d'âge de 38 ans, les 914 résidents sont principalement des nouveaux arrivants. Ce rectangle de 24 km² encadre la rue principale, où se trouve par ailleurs le noyau villageois. À l'est, sur le mont Rigaud, se trouve la zone résidentielle où vit environ 80% des Rédempteurois. L'autre 80% du territoire, zoné agricole, abrite le dernier 20% de la population. La communauté Très-Saint-Rédempteur est très influencée par ce contexte périurbain. Pendant plusieurs années, la municipalité a connu une diminution de la population, une diminution des services, la fermeture de l'école, l'église est de moins en moins occupée. Et là, tout d'un coup, on a une croissance de la population. Donc maintenant, le défi, c'est comment réussir à répondre à ces besoins-là, à ces nouveaux besoins, ces nouveaux défis, et bien sûr, à essayer de développer l'appartenance et pouvoir ensuite essayer de créer des maillages entre la communauté. L'avenue que Vaudreuil-Soulanges doit prendre au niveau rural, c'est bien sûr la complémentarité, mais aussi se distinguer. Donc, être complémentaire à ce qu'il y a autour, il y en a beaucoup, que ce soit les milieux urbains au sein de Vaudreuil-Soulanges, que la pression de la métropole montréalaise, ils doivent être complémentaires, essayer de se démarquer, faire valoir son côté champêtre, faire valoir ses paysages, faire valoir ses avantages d'y habiter, mais aussi essayer de trouver des façons d'y parvenir originales. Donc, ce que ça demande pour les communautés rurales, c'est d'essayer d'avoir une petite touche supplémentaire, une innovation un peu plus pour concilier les besoins de la communauté, mais ça dans un ensemble de forces, d'attractions qui viennent autour. Donc ça demande la participation citoyenne, la participation des acteurs du milieu et aussi avoir un bon groupe de personnes qui est prêt à travailler pour concilier justement les opinions, les besoins et bien sûr les forces de chacun. Et le laboratoire de la Cessure est basé sur ça. Comment on peut ensemble créer des solutions à nos besoins? Comment pouvons-nous développer de nouvelles initiatives avec les forces du milieu? Donc ça veut dire bien se connaître qu'est-ce qu'on peut apporter et aussi savoir comment le développer. Et ça, c'est une expertise qui a été développée par Cessure et que maintenant, avec le laboratoire et la sociocratie, on essaie de le personnaliser ou du moins d'amener cette procédure-là, cette démarche-là à un autre niveau. Tout a commencé quand la MRC Vaudreuil-Soulanges a décidé d'installer la fibre optique dans la région, dans la MRC. Quand ça a eu lieu, notre maire a voulu qu'on s'étende. On a cherché une compagnie qui pouvait faire l'extension et on a eu une surprise. L'Internet n'était pas disponible pour tout le monde, encore moins l'Internet haute vitesse. Pour les grosses compagnies, il n'y avait pas d'argent à faire avec nous. L'infrastructure ne justifiait pas venir nous offrir le service. Les grosses compagnies comme Bell et puis Vidéotron n'étaient pas intéressés du tout de venir à Très-Saint-Rédempteur. Avec les citoyens et le conseil municipal, on a décidé d'aller vers une coopérative. La coop Cessure, en fait, elle est née ici, elle est née derrière moi, dans cette grange, à ce bar. En fait, c'est arrivé après une consultation publique qui a eu lieu ici à Très-Saint-Rédempteur, à la salle municipale. Et parmi nous, nous avons Normand Molland, qui est un scientifique assez original dans notre village, qui, comme ça, on se connaissait à peine, à la sortie de la réunion, a dit « mais pourquoi qu'on ne le ferait pas nous-mêmes » J'ai dit, écoutez, moi je sais comment le faire. Mettons-nous ensemble, on va faire une coopérative et on va réussir ça sans eux, sans les compagnies. Et là, il y a Benoît Guichard, Alice Couette, Guy Guénette qui ont dit « Ok, si tu fonces, on fonce avec toi.
On était surpris, tout ça, puis on s'est dit, ça vaut la peine. On s'est retrouvés, donc, dans la soirée, dans la grange chez Benoît, à parler de tout ça. Et puis l'idée a fait son chemin. Et donc, nous avons décidé de partir la coopérative à cet endroit-là, avec le courage de l'inconscience, évidemment sans se douter du tout de tous les écueils qui nous attendaient et des problèmes qu'on aurait à affronter. Notre idéal commun, c'est essentiellement de développer ici, ou de permettre le développement ici, fournir l'outil de développement pour des activités communautaires, pour des services fournis par la communauté. C'était en particulier pour l'Internet. Donc, tous les dialogues, tous les travaux, le travail qui a été fait, c'était dans le but d'amener l'Internet haute vitesse en milieu rural. On avait à ce moment-là parlé effectivement du problème Internet haute vitesse comme étant un problème à régler pour pouvoir établir aussi une communication entre résidents. Et à partir de cette idée-là est venue l'idée de peut-être se servir de ce médium pour rejoindre le plus possible de monde et pouvoir faire des projets communautaires ensemble. Et là, la machine à idées était partie. Le laboratoire rural est venu comme une occasion magnifique de faire démarrer cet aspect-là de la coopérative après avoir fait démarrer le cours de micro-ondes. On s'est dit, fournir l'Internet par micro-ondes, c'était le premier but pour avoir une source de revenus essentiellement. Donc en fait, c'était le premier jalon pour créer une communauté beaucoup plus rassemblée, solidaire, en communication constante et ainsi de suite. C'est ça, en offrant différents services, qu'un service seul ne pouvait pas fonctionner, mais si on en mettait plusieurs, à ce moment-là, il se formerait un genre de synergie et ça pourrait être viable. Puis c'est probablement ça qui m'a retenu ici. Alors, je voyais qu'il y avait un potentiel à Tressé-Rédempteur. Il y avait beaucoup de gens sympathiques qui voulaient s'impliquer, qui voulaient changer des choses, améliorer des choses. Depuis ses débuts en 2006, la coop C'est sûr loue de la municipalité un espace de bureau dans le centre communautaire et y a fait ériger, à l'extérieur, sa toute première tour. Ma vision du départ du laboratoire rural était un projet qui était censé nous aider à revitaliser le noyau villageois, de ramener une vie intense au cœur du village. C'est sûr qu'au commencement, j'avais aucune idée de ce que c'était un laboratoire rural. Mais par contre, en m'impliquant beaucoup, j'ai vu que c'était quelque chose de très positif, qui pouvait amener des changements qui étaient positifs pour la municipalité, pour tout le monde en général. Est-ce que des valeurs sont partagées entre la coop et le laboratoire rural? Des objectifs? Je n'aime pas trop le mot valeur, mais des objectifs communs au laboratoire rural et à la coopérative. J'ai envie de dire oui essentiellement, mais le laboratoire rural, je le vois comme un bras de la coopérative. Bon, par la suite, c'est sûr, comme dans tout ce genre d'entreprise communautaire et qui fonctionne sur le bénévolat, ces forces-là s'épuisent aussi. On n'avait pas les ressources pour le faire. Il fallait que je trouve des gens qui adhéraient à cette idée-là pour mener à bien ce projet-là. Il y avait des dettes par-dessus les oreilles, il fallait qu'on réponde aux besoins, à tous les problèmes techniques que l'implantation dans un territoire aussi difficile que les entreprises privées ne voulaient pas faire et que nous, on essayait de relever comme défi. Évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas l'idée d'un laboratoire rural comme tel. On voulait tranquillement faire du développement citoyen, on voulait créer une espèce de synergie qui permettait de réinventer notre façon de se gouverner nous-mêmes à l'intérieur de la communauté, ou plutôt d'être l'initiateur de projets que la communauté ne pouvait pas se payer autrement que par le volontariat et le bénévolat.
Et puis le laboratoire rural est venu de l'ISCWE qui a trouvé ce programme qui était donc offert par le MAMRO à l'époque et qui permettait d'expérimenter des nouvelles méthodes en ruralité. Alors nous, ça nous a tout de suite interpellés parce qu'on s'est dit, tiens, voilà, on veut dans le fond nous créer une nouvelle façon d'être des promoteurs citoyens de projets collectifs, de promouvoir la solidarité et la démocratie, si on veut, participative au plus possible. Le premier levier, c'est évidemment que le ministère a été intéressé dès la première occasion, dès notre première candidature. On s'est fait dire, OK, c'était une excellente candidature, mais on n'avait pas de méthode comme telle. On voulait expérimenter quelque chose pour, dans le fond, trouver notre propre méthode. On nous a dit, écoutez, c'est intéressant, mais reformulez un peu votre demande de façon à ce que les objectifs soient plus clairs. Et puis, troisième tentative, coup de génie, impliquer la sociocratie là-dedans. C'est vraiment un trait de génie. D'abord parce que la méthode est excellente. La sociocratie est une excellente méthode pour faire ce genre de travail, c'est-à-dire amener les gens à travailler entre eux plutôt que les uns contre les autres. Et deuxièmement, on proposait quelque chose qui n'avait jamais été testé auparavant, c'est-à-dire l'usage de cette méthode de discussion, de mise en commun d'efforts, pour progresser, gérer, disons, la revitalisation ou la réactivation de la vie communautaire dans une municipalité. On a présenté ça, et là, ça a démarré. Le ministère a été enchanté par l'idée de sociocratie. C'est une forme de prise de décision par consentement, donc ça nous semblait être très éclairant pour nous et surtout très structuré. Ça avait déjà été employé, expérimenté depuis une quarantaine d'années en Europe. Il y avait des gens qui faisaient l'implantation de la sociocratie importante au Québec. Donc on s'est renseigné, on a découvert Sociogest et on s'est associé à eux. Et c'est comme ça qu'on a eu la fameuse demande de laboratoire rural. Donc au départ était pour expérimenter une méthode de gouvernance communautaire sur le mode d'une démocratie participative par consentement. Très compliqué, tout ça, finalement, la méthode, la sociocratie nous permettait de l'expérimenter et de voir comment elle pouvait s'implanter dans un milieu comme le nôtre. Et on était certain par le mode de sociocratie, de la façon que c'était mené, que chacun pourrait avoir son droit de parole. Pour nous, c'était une façon d'aller chercher les gens, les bénévoles, et surtout aussi de les motiver, puis pour qu'ils se sentent vraiment partie intégrante de tout ce grand projet-là. Après avoir entendu parler les gens entourant le laboratoire rural Mon rêve, mon village, de la façon dont ils ont vécu la sociocratie, j'ai décidé de me rendre à Mascouche, à la maison de théâtre Côte à Côte. Là-bas, ils ont testé et implanté avec succès la sociocratie au cours des 6 dernières années. Ils se sont d'ailleurs beaucoup intéressés à notre cheminement. Les ateliers artistiques Côte à Côte, c'est une entreprise qui existe depuis 1991. Donc, c'est une entreprise qui maintenant compte plus de 20 employés. Je dirais même plus de 25 employés pour être juste. Et c'est une entreprise d'animation en théâtre et en improvisation. On a décidé de travailler de façon sociocratique suite à une proposition que j'ai amenée à l'équipe. Donc, évidemment, c'était dans les années 2007-2008. J'ai fait une journée d'initiation en sociocratie. Donc, j'ai découvert, moi, en tant que chef d'entreprise, la sociocratie. Et je m'y suis intéressée. J'ai alors été faire de la formation un peu plus approfondie. Et je me suis dit, ce serait un mode de gouvernance intéressant, ça, pour mon entreprise. Donc, la sociocratie aujourd'hui se vit de façon quotidienne dans l'entreprise. La sociocratie se vit naturellement dans l'entreprise. Même les nouveaux sont initiés un peu, beaucoup par les anciens. Donc, je te dirais que ça coule. Nos rencontres vont de plus en plus vite. Ça a amené une maturité aussi dans l'équipe, une solidité. Ce qui fait que c'est naturel pour nous maintenant. Tout ce qu'on fait, les décisions qu'on a à prendre, ça fait partie de notre quotidien tout le temps. La sociocratie, ça repose sur 3 principes qu'on retrouve dans l'organisation des systèmes qui s'autorégulent. Le premier principe, on va l'appeler le principe d'équivalence. Je vous donne un exemple dans le monde mécanique. Si vous prenez une montre, par exemple,
ben, n'importe quel petit engrenage dans la montre va avoir le même pouvoir, parce que s'il brise, il arrête la montre. Ils ont tous le même pouvoir, un pouvoir équivalent. Le deuxième principe, le principe de la hiérarchie, c'est que une organisation, elle n'est pas isolée de son environnement. Il y a toujours un principe supérieur qui la dirige. Par exemple, quand on est dans un groupe, c'est pas juste les relations entre nous là, qui forment le groupe. On a besoin d'un principe supérieur, d'une énergie extérieure qui va tenir le groupe. On appelle ça la vision du groupe, l'objectif, le but, etc. Donc, c'est important, cette hiérarchie-là. Plus on monte dans une organisation, plus les buts sont plus larges, si on veut. Puis le troisième principe, c'est celui d'être ouvert au feedback de l'environnement. Un organisme qui n'est pas ouvert au feedback de son environnement, bien, ne s'adapte pas. Donc, les organismes vivants s'adaptent. Donc, ces trois principes-là qui sous-tendent la sociocratie. Et de ces trois principes-là, on a dérivé 4 règles de management qui vont structurer différemment l'organisation. La première règle, le consentement. Pourquoi le consentement? Pour rétablir la relation d'équivalence entre les membres d'une équipe ou d'une organisation. Les autres modes de prise de décision qui sont, par exemple, le mode autocratique, une personne qui décide, bien, on est dans une relation de domination. En démocratie, bien, c'est la domination de la majorité. En sociocratie, on veut ni la domination de la majorité, ni la domination d'une personne. On veut pas de domination. Donc, on va changer le mode de prise de décision et on ne demandera pas aux gens de voter, on ne leur demandera pas s'ils sont d'accord, on va leur demander « Avez-vous des objections? » Et on va traiter ces objections jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objections. Ce qu'on appelle la règle du consentement. La deuxième règle, c'est le lieu de prise de décision. Dans nos structures traditionnelles, on fonctionne dans des structures hiérarchiques. Ce sont des structures d'exécution. Mais si on essaie de prendre nos décisions dans la structure d'exécution, dans la pyramide classique, bien, c'est une organisation où le pouvoir est plus grand, plus on monte dans la structure. Donc, on n'est pas dans une relation d'équivalence. On va créer ce lieu-là, on va appeler le cercle, qui va se superposer par-dessus la structure pyramidale classique. Mais dans le cercle, quand les gens vont venir dans le cercle, c'est pour prendre des décisions. Quand ils seront dans la structure d'exécution, ce sera pour les exécuter. Donc, on aura des lieux distincts pour l'exécution et pour la prise de décision. La troisième règle, c'est la règle du double lien. Dans la nature, les liens entre les différentes parties, les différentes composantes d'un système, ils sont multiples. Alors que dans notre pyramide classique, c'est le chef qui fait le lien entre les deux, en haut et en bas, l'équipe de son patron, puis son équipe. Donc, on a un seul lien. Ça manque un peu de possibilité, finalement, de feedback. Donc, on va nommer une seconde personne dans le cercle inférieur qui va venir siéger avec le chef dans l'unité supérieure, dans le cercle supérieur. Ce qu'on appelle le second lien. Donc, on voit qu'il y a 2 liens entre les niveaux hiérarchiques. Comme ça, finalement, la communication va descendre, mais elle va aussi remonter. Et la quatrième règle, c'est l'élection sans candidat, c'est-à-dire que les membres d'un cercle, que ce soit les officiers de cercle, c'est-à-dire l'animateur, le secrétaire, le second lien, ils sont élus sur la base du consentement. Mais pas seulement ces gens-là, aussi les gens dans la structure, dans les fonctions qu'ils vont occuper dans l'organisation. À tous les 2 ans, le cercle se réunit pour réaffecter les gens dans les fonctions. Et ça se fait sur la base du consentement du cercle. Le 19 septembre 2009, se déroulait une grande consultation publique, orchestrée conjointement par la municipalité et la coop C'est sûr, dans le but de réfléchir ensemble au développement local. Les intentions se voulaient positives et rassembleuses. Cependant, contre toute attente, les organisateurs ont plutôt fait face à un mur de résistance. La crainte, au cœur des propos nommés, résonnait sans réponse. Le souvenir de cette journée incarne et rappelle encore aujourd'hui le clivage entre les visions et les intérêts des citoyens de Très Saint-Rédempteur.
mais il marque surtout la triste fracture entre la municipalité, la coop C'est sûr et le laboratoire rural. Donc en fait, ces résistances se sont manifestées réellement le jour où on a fait un exercice sociocratique en place publique, c'est-à-dire en 2009, on a créé une espèce de consultation publique en partenariat avec la municipalité qui a été finalement orchestrée sur le parvis de l'église en cercle fait par des bottes de foin qui étaient en cercle, que nous avait prêté gentiment un agriculteur. Et ces bottes de foin-là, dans le fond, représentaient différents cercles de consultation. Donc on avait demandé aux gens de prendre place à l'intérieur des bottes de foin et on avait placé un animateur qui était un peu plus habile en sociocratie, prêté gentiment par l'école des chefs en sociocratie, Sociogest, qui dans le fond servait d'animateur de ces cercles de consultation publique. Or là, il y a un paquet de dossiers qui se sont mélangés ce jour-là, parce qu'on était dans un dossier très sensible qui était l'acquisition par la municipalité de l'église qui était abandonnée par l'évêché dans le fond. Je souhaite votre opinion et vos avis de nous aider dans notre réflexion pour les prochains mois à venir et les prochaines années. Comme vous savez, en 2010, on a acheté l'église et le presbytère de la municipalité. Et avec la rentrée du laboratoire rural, les citoyens n'ont peut-être pas compris. Et puis, je pense que je peux prendre un peu de blâme là-dedans pour expliquer exactement c'était quoi le laboratoire rural et c'était quoi son rôle. Il y a eu un mélange et puis ça a été, comme je vous dis, la demande de référendum pour l'achat. L'achat était déjà fait, on avait déjà fait, comme on dit, des promesses d'achat. Fait que on n'a pas été capable d'aller chercher tout ce que l'information qu'on voulait donner. Et puis c'est là que la municipalité a fallu prendre une distance. Le dossier était sensible parce que la perception des citoyens était étrange à ce niveau-là, en se demandant qu'est-ce que vous voulez faire de l'Église, est-ce que c'est nos taxes qui vont payer ça, est-ce que tout le monde a toujours peur évidemment que les taxes augmentent. Ce n'est pas du tout le cas. L'idée, c'était, bon voilà, ce bâtiment nous appartient, est-ce que c'est normal que l'évêché le vende, surtout que c'est attaché au cimetière dans lequel il y a toutes les tombes et les concessions qu'il faut continuer à entretenir. Enfin, c'est un dossier très sensible et qui a créé beaucoup de confusion dans la tête des citoyens et qui a tout à fait, je crois, soulevé beaucoup de peur et d'angoisse. C'était vraiment le terroir même de la place là, qui était en jeu, les origines, le patrimoine. Finalement, on s'est engagé dans un faux débat, à mon point de vue, un débat plutôt politique, alors qu'on voulait vraiment travailler juste sur l'aspect développement local, quoi. Quand le laboratoire rural est arrivé, nous, on était très heureux de le communiquer. On a fait ça en grand. La municipalité s'est jointe à nous aussi à l'intérieur de ces communications-là. Et c'est là qu'il y a eu, peut-être dans la communication, j'en prends le blâme, ça n'a peut-être pas été fait de façon assez claire, une forme de confusion qui est née dans l'esprit des citoyens et qu'ont vu se mélanger d'un côté les intérêts de la coop et ceux de la municipalité et des élus. Et là, on a découvert que finalement, on touchait une fibre sensible, le pouvoir. Et on a découvert aussi plus tard que finalement, la légitimité de la coopérative pour travailler directement avec les citoyens, on ne l'avait pas tout à fait. Parce que finalement, c'est les élus qui ont ce mandat-là. Avez-vous rencontré des freins aussi qui vous ont demandé en fait, qui vous ont permis de faire des apprentissages? Bien, les grands freins, bien sûr, c'est cette tentation d'aller se battre, d'aller prouver qu'on a une méthode fantastique à d'autres. Bien, il y a eu l'erreur qu'on a commise au début, l'erreur flagrante d'essayer d'embarquer tout le monde dans un mouvement sociocratique sans avoir d'abord expliqué et sans avoir transformé ça en un jeu agréable pour le monde. Parce que c'est la seule façon d'apprendre. On n'a qu'à voir, les enfants apprennent par le jeu, les adultes aussi. Ils ne le savent plus, c'est tout. Mais si on avait réussi à transformer ça en une opération ludique, en quelques fêtes là, qui se suivent à quelques semaines de distance, tout le monde aurait embarqué beaucoup plus facilement. C'est pas ça qu'on a fait. On a essayé d'avoir l'air sérieux et tout, c'était une gaffe. On a essayé de présenter ça tout d'un coup, c'était une deuxième gaffe encore beaucoup plus grosse que la première. C'est comme si on avait pris pour acquis
que la population adhérait à ce projet-là. On était tellement là-dedans depuis tellement de temps. On était comme une locomotive, on ne s'est pas assuré que les gens suivaient en arrière. On a voulu démarrer à toute vitesse et on a voulu démarrer en montrant la sociocratie à tout le monde, en faisant faire une expérience à tous les citoyens de la municipalité. Et ça, ben, ils n'avaient pas été préparés. Ils n'avaient pas été préparés. Nous n'étions pas préparés, il faut être honnête aussi. On n'avait pas, nous, étudié comment le faire. Ça a été bâclé. On a démarré plein gaz. Beaucoup d'enthousiasme, mais peu de cohérence dans le travail. Et le résultat est que les gens ont eu l'impression, dans la municipalité, de se faire manipuler. Oui, c'est sûr que quand le Mon-Rêve, mon village a commencé, c'était très mal vu par les citoyens. C'était négatif. Il n'y avait rien de positif. Le monde, il voyait ça comme un danger, que tout se transforme en une grosse municipalité, une grosse ville. On a eu des problématiques de laboratoire, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu de la mauvaise information et il y a eu de la désinformation. J'ai senti une disponibilité évidente de la part des citoyens, mais du côté municipal, ça a été beaucoup plus ardu. C'est une municipalité rurale, hein, et ses représentants, finalement, étaient plutôt du camp du statu quo. Et la municipalité s'est vraiment dissociée du laboratoire rural, de la coop à ce moment-là. Et on a vécu une sorte de fracture à ce moment-là, difficile à vivre à la coop. Il y avait forcément un changement derrière le projet du laboratoire. Et je pense que de part et d'autre, là, il y avait un chemin à faire pour que les gens puissent réussir à comprendre que les changements qui étaient souhaitables et souhaités par plusieurs étaient au bénéfice de tout le monde, finalement. Mais la résistance au changement, je pense qu'on a toute peur du changement dans notre vie. Je pense que c'était une réaction qui est tout à fait normale. Probablement qu'il y avait une incompréhension du monde vis-à-vis du laboratoire. On voit, quand on parle de laboratoire, il y a peut-être eu le mot sociocratie dans tout ça aussi, qui a fait peur au monde. C'est un mot qui fait peur. Tout passe par la formation. Puis les gens qui n'ont pas de formation, quand on leur parle de sociocratie, quand ils n'ont pas de connaissances, tout de suite, ils se sentent insécurisés, puis tout de suite, ils se braquent. Voyant la résistance citoyenne, voyant tout ça, il y a eu un peu pas une défection, mais disons un changement de cap qui s'est fait à l'intérieur du CA. Alors bon, les résistances externes se sont ajoutées aux résistances internes, et le laboratoire rural est devenu quasiment un problème à gérer plutôt qu'un le beau projet de départ qu'il fallait implanter le plus vite possible, suivant l'agenda qu'on avait vendu au Mamro, dans le fond. Certains membres se sont exclus du projet, ont pris de la distance avec le projet pour permettre au projet de continuer, mais ça a créé un certain vide à l'intérieur de l'équipe et, il faut le dire, un certain malaise. Certains membres ont démissionné dans le but d'apaiser les tensions et de changer le regard négatif porté vers la coop. C'était très lourd. La fragilité de l'organisation naissante, les visions divergentes et le manque de temps pour gérer d'un côté les opérations en plein essor et de l'autre les résistances a causé beaucoup de malaise au sein de la coop, c'est sûr, et du laboratoire rural. Suite à ces bouleversements, le projet initial de Mon Rêve, mon village a dû être réaligné et les actions prises ont dû être plus discrètes. Le dynamisme local, voire même régional, a tout de même beaucoup grandi avec les projets qui ont émané du laboratoire rural. Et après tout, le temps fait bien les choses. Près de 4 ans se sont écoulés et la coop, c'est sûr, est prête à remettre la sociocratie au cœur de ses préoccupations. Aujourd'hui, le laboratoire est dans un moment où il doit se poser des questions. Avec tout ce qui est vécu, tout ce qui est chambranlé dans la communauté, avec tous les essais qu'ils ont eus, les bons, les pour, essayer de dresser un portrait qui est, disons-le, le plus positif possible. Donc, il y a eu beaucoup de bons coups, et là, maintenant, il faut les mettre de l'avant. Le laboratoire est rendu à un moment où ce qu'il doit mettre de l'avant, ses réussites, ses résultats. Il y a énormément d'initiatives qui ont connu du succès dans la région et qui sont à la base des initiatives du laboratoire de la césure. Donc, aujourd'hui, je crois que le laboratoire doit, on s'excuse l'expression, mais doit un peu se péter les bretelles en disant, écoutez, ces initiatives-là, à la base, viennent d'une graine, d'une petite poussière d'idées qui est née à Très-Serré-Dame-Terre et qu'aujourd'hui jaillit sur l'ensemble de Vaudreuil-Soulanges.
Au sein du laboratoire rural, on a pu profiter de la présence de 2 stagiaires au fil du temps. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ces 2 stagiaires-là, finalement, nous ont permis de réaliser peut-être plus rapidement certaines activités. C'était une ressource de plus, finalement, là, qu'on pouvait mettre à contribution. Puis en même temps, ça lui permettait à cette personne-là de compléter, je dirais, par du vécu sur le terrain, les connaissances qu'elle avait acquises. Du laboratoire rural a quand même émergé plusieurs projets de mobilisation citoyenne. Et ça s'est fait dans le temps, ça s'est fait autrement, mais ça s'est fait quand même. Et c'est très intéressant de les voir évoluer aujourd'hui. C'est sûr, la télé émane de la coop, c'est sûr. Les membres fondateurs se sont dit pourquoi pas faisons une télévision communautaire dans la région. Au début, on se demandait quelle forme qu'on va prendre, parce que la plupart des télévisions communautaires au Québec sont soit privées ou soit c'est des organismes à but non lucratif. Cette fois-ci, ils se sont dit pourquoi pas faire une coopérative de solidarité. C'était l'idée de départ, c'était une première justement au Québec. Par exemple, l'un des projets qu'on a pu faire, c'était une soirée du hockey en direct faite par des jeunes de 5e et 6e année. Les jeunes devaient produire la totalité de l'émission, c'est-à-dire la caméra, l'aiguillage, le son, le chroniqueur, le pointeur, le journaliste. Ils travaillaient à toutes les étapes. Et la vision de ça, bien sûr, c'était de permettre à toute la population de la région d'avoir accès à un média, à l'image du citoyen. Parce que c'est ça une télévision communautaire, c'est la voix du citoyen. Le collectif en transition, ça vient du mouvement des initiatives de transition, ou aussi appelé Villes et villages en transition, qui vient d'Angleterre et qui est un grand mouvement international qui vise à dynamiser leur milieu pour qu'ils deviennent plus résilients. Nos objectifs, c'est de créer des événements rassembleurs, donc mettre les gens ensemble pour, premièrement, les sensibiliser, mais aussi pour reconstruire le tissu social. Comme par exemple des projections de films, des activités de discussion, des conférences, ce genre de choses, qui vont permettre de réunir des personnes qui sont intéressées par un ou plusieurs sujets et de faire en sorte que de là émerge une certaine cohésion, une certaine vision citoyenne et des projets citoyens. Comment est-ce qu'on va construire des milieux qui vont être résilients? Résilients dans le sens qu'ils vont être capables de résister à la crise qui est induite par on n'a plus de pétrole ou on a beaucoup moins de pétrole, les prix montent. Comment ils vont se réorganiser pour faire en sorte qu'un avenir avec moins de pétrole soit meilleur qu'un présent avec plein de pétrole? C'est ça un petit peu l'idée de base des initiatives de transition à travers le monde. Et donc comment ils font? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser notre communauté sur des faits de société et ensuite on va dynamiser ce milieu-là pour que de la base naisse une vision de comment est-ce qu'on se voit dans 10, 15, 20 ans et quelles sont les étapes, c'est quoi les projets qu'on va mettre en œuvre pour créer une communauté riche, solidaire, joyeuse, etc., 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 et qu'au final, c'est résilient. Je suis ici pour vous parler de la coop Notre Village, qui est une initiative qui a été lancée à travers le laboratoire rural, notamment par Jean-Luc, qui était dans le temps qui était responsable du laboratoire dans la région. Ça part de quoi? Ça part des groupes d'achat. On est membre, nous on est un groupe Arigo et dans la région de gens qui consommons bio. On est donc déjà, on profite d'un système qui nous permet de manger bio sans devoir aller dans les grandes surfaces pour acheter notre alimentation. Et l'idée, en fait, part de ça, c'était d'essayer de créer un format, de créer une entreprise, une organisation qui permettrait, dans une
d'offrir cette solution-là à tout le monde, finalement, à toutes les personnes qui souhaitent manger bio, leur donner une alternative aux grandes surfaces. Alors, en ce moment, nous sommes composés de 12 membres, 12 familles de 12 ménages. Et voilà, nous allons, aux 2 semaines, compiler une commande selon les besoins des membres. Nous allons passer la commande auprès de grossistes directement. Là, on parle de fruits et légumes, par exemple, mais on parle aussi de produits laitiers, de pain, d'œufs, de produits de viande, de poissons. Et une fois que la commande a été envoyée au grossiste, 2 semaines plus tard, on la reçoit ici, chez moi, à présent, dans le garage. Et ensuite, on partage alors entre nous ce qui a été commandé. Bien sûr, quand on commande auprès d'un grossiste, on doit combler des caisses complètes. Ce sont de plus grosses quantités que ce qu'on peut acheter en tant que consommateur normal dans le supermarché. Donc, de là, l'idée de se rassembler en groupe pour pouvoir combler ces grosses quantités-là. Mais de là aussi l'avantage d'avoir des prix très, très, très avantageux. Nous avons maintenant vraiment, je peux dire que tout ce qu'on achète, c'est à peu près au même prix, voire moins cher que ce qu'on trouve dans le supermarché non bio. Des gens s'occupent de faire le partage, d'autres s'occupent de faire la compilation, d'autres s'occupent de faire les ententes avec les fournisseurs. Donc, c'est un travail finalement communautaire. Tout le monde met un peu du sien et ça nous permet donc de recevoir ici, au domicile de quelqu'un, l'alimentation. Puis, de cette façon-là, on profite de meilleures conditions pour l'achat. Les tarifs sont meilleurs. Et aussi, on s'assure de la qualité, on a un contact direct avec le fournisseur. Alors, au début, bien sûr, l'initiative est venue par le laboratoire rural, par Jean-Luc Henry en personne. Donc, celui qui, avec les autres membres, a développé le fonctionnement. C'était tout nouveau, donc faire les contacts avec les fournisseurs, les grossistes, les distributeurs, établir un fonctionnement, c'est-à-dire établir la façon comment on va maintenant fonctionner, à prendre les commandes, à partager par la suite les règlements de compte. Tout ça a été donc accompagné tout le long et établi de cette façon-là. Un système d'échange local et le système d'échange local de Soulanges, c'est une sorte de monnaie complémentaire. Le but du CEL, c'est de partager des valeurs, de partager des services, des biens, sans utilisation de l'argent. Par exemple, moi, pour terminer ma galerie, je devais me débarrasser d'un tronc d'arbre. Et j'ai fait appel à quelqu'un qui, lui, avait l'expérience de couper des troncs d'arbres. Il est venu ici, tout à fait gratuitement. Et grâce à lui, son expertise, j'ai pu terminer ma galerie sans difficulté. Donc concrètement, on a un site Internet dans lequel les membres ajoutent les offres, ce qu'ils sont capables d'offrir, ajoutent les demandes, et ça sert de lieu de comptabilisation en quelque sorte. C'est un système qui est basé sur des points, dont chaque point équivaut à 1 minute. Donc la personne vient, si ça lui prend 10 minutes, donc je lui donne 10 points. Cette personne-là utilise ces 10 points-là pour donner à une autre personne, pas nécessairement à moi. Le système d'échange local, c'est le même qui fonctionne. Contrairement au troc, que lui, c'est je donne à mon voisin et le voisin doit me donner quelque chose en échange qui est équivalent. On parle à notre voisin, on échange des valeurs, on échange du temps. Puis à la fin, c'est que tout le monde finit par se connaître. On renforce le tissu social. Je fais partie d'un groupe de citoyens qui s'appelle les Citoyens au courant. Ce groupe existe depuis le mois de janvier 2013, moment où on a commencé à se pencher sur la question de l'oléoduc qui passe dans notre village. Alors la première chose qu'on a fait au mois de janvier, c'est de constater qu'il y a un oléoduc qui traverse notre village et les villages avoisinants. Et par le même temps qu'il n'y a personne qui est au courant de cet oléoduc, ni qu'il existe, ni qu'il y a de nouveaux projets qui vont changer le mandat de cet oléoduc de façon importante. Donc, nous avons décidé d'organiser un événement d'information, une information publique,
qui a eu lieu à Sainte-Justine-de-Newton le 11 mars. Et nous avons publicisé cet événement grandement et il y a eu 200 citoyens qui sont venus, représentant 24 municipalités et beaucoup d'élus municipaux, des élus aussi provinciaux et fédéraux qui sont venus à cette soirée-là. Donc, c'était notre première mission, c'était d'informer la population qu'il y a quelque chose qui change chez eux. Cette goutte d'eau, ça représente l'importance de l'eau propre. Ici, à Très-Saint-Rédempteur et à Soulanges en général, on boit de l'eau souterraine. Il y a 60% de la population de Soulanges qui boit de l'eau souterraine et à Très-Saint-Rédempteur, 100% des habitants. Ça veut dire que s'il y a une micro-fuite de cet oléoduc ou une grosse fuite, c'est notre eau qu'on ne pourra pas boire. Toutes ces initiatives citoyennes qui ont été soutenues par le laboratoire rural sont maintenant indépendantes et autonomes. Par la suite, dans le but de poursuivre la vision du projet initial, la coop C'est sûr a dû modifier sa charte pour devenir une coopérative multiservices et ainsi permettre l'intégration de nouveaux services coopératifs. On a regardé différentes formules, toujours en maintenant l'exigence qu'on s'était donnée, à savoir que ça demeure une coopérative. Alors, on a regardé les formules de fédération coopérative pour être capable de développer différents secteurs d'activité au-delà du service Internet, pour finalement arrêter notre choix sur ce qui nous semblait le plus réalisable rapidement, c'est-à-dire d'avoir une seule coopérative avec différentes branches, si on veut, ou différents secteurs d'activité, comme celui d'Internet haute vitesse. Alors, et donc, depuis ce temps-là, on a déjà greffé une deuxième branche, si on veut, qui concerne l'alimentation et éventuellement, il y en aura d'autres. Avec le nouveau statut de la coop C'est sûr le marché, un service d'alimentation écologique et local, s'ajoute maintenant au service Internet et devient donc la deuxième branche d'activité à se greffer à la coopérative. Pour expérimenter la sociocratie, il faut un milieu propice pour l'expérimentation. Et pour ce milieu-là, ça veut dire des groupes, un ou plusieurs groupes de personnes qui ont un projet ou des projets et dans lesquels on va leur dire, écoutez, si vous voulez, on va expérimenter la sociocratie, on va voir ce que ça donne. Oui, maintenant, on a recentré un peu notre expérience là où on était légitime, la coop, c'est-à-dire que les membres de la coopérative. Si on s'adresse à tous les citoyens, c'est pas pareil comme s'adresser juste aux membres de la coopérative. Les membres de la coopérative sont donc d'abord des utilisateurs, mais comme le but de la coopérative, c'est le développement local, par les membres, on peut y arriver, et non pas par la voie politique. Et bienvenue à la consultation participative. Mon nom, c'est Ken Landry, et c'est à titre de vice-président de la coop que je m'adresse à vous ce soir. La consultation participative qui a eu lieu à l'été 2013 a rassemblé près de 60 membres utilisateurs du service Internet de la coop C'est sûr. L'objectif était de favoriser les discussions et de décider ensemble de l'amélioration du réseau et du financement de celui-ci. En 3 séances de 2 heures, les membres ont été informés et ont pu discuter de 3 propositions déposées par le conseil d'administration. À l'issue de cette consultation, les membres élus par leurs pairs ont pu représenter les idées du groupe auprès du conseil d'administration. Ce que les gens sont en train de faire présentement, c'est une élection sociocratique. Donc, les gens ont un bulletin de vote, mais ils mettent leur nom d'abord, et après, le nom de leur candidat. Et quand on va dévoiler les choix de chacun,
on va leur demander pourquoi vous avez voté pour un tel. Donc, ce processus-là, ça permet de... Alors, quand on vote pour quelqu'un, on vote parce qu'il y a des qualités, donc de mettre les qualités des gens sur la table. Quand on applique ça dans une équipe, ben, ça permet qu'on se connaisse davantage et surtout de mettre l'accent sur le positif, les talents des gens. Et puis, donc, ça bâtit l'esprit d'équipe, etc. C'est ce qu'ils sont en train de faire présentement. Puis, pour une fois, on leur donne l'occasion de participer, en fait, à résoudre des problèmes, puis je pense que c'est bien reçu. La personne, elle se sent directement impliquée dans le processus, puis elle entend des choses, des gens qui sont étrangers, qui viennent lui dire qu'ils ont saisi en quelques minutes, juste à écouter, à sentir comment ces gens-là s'expriment. Puis ça leur donne confiance dans le processus. Puis quand les gens votent pour eux, bien, on sent vraiment qu'ils sont touchés par ça. Et puis d'être écoutés autour de la table, c'est vraiment intéressant comme processus parce que souvent on dit nos opinions, mais on n'est pas toujours écouté dans la vie. Donc c'est ce que je trouvais le plus intéressant. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport à ce que vous avez vécu ce soir? Franchement, un peu frustré, mais je sais qu'on commence et je sais que ça va devenir mieux. Tous les participants à ce document ont énormément appris de cette expérience et souhaiteraient partager quelques-unes de leurs réflexions. Mon conseil, ce que je donnerais à des projets ou des groupes de personnes qui souhaitent partir un projet similaire ou dynamiser leur milieu ou expérimenter la sociocratie ou utiliser la sociocratie pour dynamiser leur milieu, c'est n'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à essayer, poser des pas, des actions concrètes, petites, un pas à la fois, et d'avancer. Et on ne peut peut-être pas réaliser la vision que l'on rêve tout seul, mais collectivement, on va réaliser une vision phénoménale et formidable. Ben, moi, ce que j'aimerais dire au monde, dans le fond, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut en faire partie, sinon on en est la victime. Et je crois que les choses changent tout le temps, tout le temps. Et si on n'est pas nous-mêmes responsables de notre propre changement, il y a quelqu'un qui va s'en occuper malgré nous. Si des gens souhaitent vivre une expérience semblable à la nôtre, je leur conseillerais d'abord de regarder du côté de leur élu. Les élus en place, les élus municipaux ont une grande importance dans le processus de réalisation d'un projet comme celui-là qui touche la population, qui touche toutes les facettes de la vie municipale et communautaire. Et sans cet appui-là, il est très, très difficile de réaliser des choses. Il aurait fallu peut-être expliquer les rôles. La municipalité, c'est la municipalité. La coop, c'est la coop. Et le laboratoire rural, c'est le laboratoire rural. La communication, on n'en fera jamais assez. Puis c'est bien important, comme je disais, de garder les deux pieds sur terre tout le temps et de ne pas avoir non plus la pensée magique. Faut rêver, il y a le rêve, il y a le résultat, mais le plus important, c'est le chemin à parcourir. Puis il faut s'assurer tout le temps qu'on est sur le bon chemin. Il y avait en même temps une nouvelle méthode de prise de décision qui, elle, était totalement inconnue, et de nous, et des citoyens. Je crois que la sociocratie, elle fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle demande aux gens de se responsabiliser. Elle demande aux gens d'être adultes, de prendre en compte et de faire partie des décisions. Ça responsabilise les gens. Ça leur dit, voilà, vous faites partie des solutions aussi, c'est à vous de les appliquer. Vous ne faites pas juste partie des gens qui soulèvent les problèmes, vous faites partie des gens qui ont des solutions à amener. Et nous, c'est ce qu'on espérait faire, ici, amener des solutions. Parce que des problèmes, il y en a plein partout. C'est facile de les nommer. Beaucoup plus difficile d'y répondre. Pour moi, pour mon expérience personnelle, j'ai grandi là-dedans. J'ai eu des conseils houleux. Et je me suis fait des amis. Et puis, j'ai perdu des amis. C'est le temps maintenant de s'asseoir ensemble puis d'évaluer ensemble. Sans se blâmer mutuellement, sans se juger. Je pense qu'il n'y a pas de coupable dans cette expérience-là. Mais juste de découvrir ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réalisé et comment on pourrait coopérer davantage dans l'avenir en respectant les champs de compétences de chacun. Ma volonté, mon souhait le plus cher, c'est que la coop, c'est sûr, continue ses actions dans le même sens en gardant en place les ressources nécessaires.
Il me semble que c'est vraiment important que la municipalité puisse avoir un agent de développement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour s'assurer vraiment que la municipalité et la coop puissent marcher main dans la main. J'espère sincèrement que le laboratoire, même s'il se termine cette année, ne soit pas la fin de comment dirais-je, cet embryon de carrefour communautaire qu'il a créé, et qu'au contraire, ce bébé continue à grandir et à se développer et devienne un adulte pour les générations qui viennent. Le laboratoire était un moyen pour nous de démarrer les autres aspects de la coopérative. C'est fait. On est dedans. Alors, on a d'autres projets. On va en avoir encore plein d'autres parce qu'en fait, les gens en ont plein. De tous ceux qui ne savent pas ils n'ont pas encore réalisé qu'il faut les transmettre à la coopérative en disant « Voilà, moi, je voudrais bien faire démarrer telle chose. » Ça va se poursuivre. Parce que maintenant, la mobilisation est assez grande et importante. On ne peut pas arrêter ça. Au contraire, il faut l'encourager. Puis, selon moi, ça va continuer à la fin du projet comme tel. Et je pense que juste ça valait la peine de faire l'expérience du laboratoire. Vous savez, la meilleure façon de changer le monde, c'est en s'impliquant. C'est en s'impliquant qu'on fait évoluer les choses. Un laboratoire rural, un C'est sur la télé, une coopérative, c'est justement la chance à des gens, des citoyens de s'impliquer puis de faire évoluer les choses. Il ne faut pas avoir peur de se dévouer pour quelque chose, d'être bénévole. Les gens, on a besoin de bénévoles. Il ne faut pas avoir peur d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Comme message, c'est ceci. C'est qu'ensemble, on peut réaliser un tas de choses qui sont impossibles à chacun de nous. On a tous l'impression d'être impuissants et tout seul. C'est vrai, on est impuissant et tout seul. Tant qu'on ne parle pas à son voisin. Quand on se met à parler à son voisin, quand on se met à lui dire « Écoute, tu as aussi besoin de ça, toi. Si on se mettait ensemble pour le faire, on crée des coopératives et on arrive à créer l'impensable, l'inimaginable, à faire bouger les montagnes. Parfois, on fait des choses dont tout le monde nous a dit au début que ça ne marcherait jamais. On l'a réussi pareil.